Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Je suis Sandrine Koa, j'ai 43 ans, mère de 5 enfants et je me bats contre le cancer du sein. Avant d'expérimenter cette maladie, moi c'était quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres, qui était assez éloigné de moi et je n'aurais jamais imaginé pouvoir subir cela de façon aussi atroce et aussi difficile. Généralement, au mois d'octobre, comme c'est le cas en ce moment, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés pour sensibiliser, pour parler du cancer du sein. Et la couleur de prédilection, la couleur qu'on a utilisée, c'est le rose. On appelle ce mois octobre rose pour le cancer du sein, pour lutter. Nous remercions Sandrine Koa, qui a bien voulu nous partager avec nous une partie de sa vie et de son témoignage que vous retrouverez d'ailleurs sur les pages de Cris de femmes. Et vous pourriez voir entièrement à quel point le cancer du sein est une réalité, est une maladie qui détruit. Alors, ce mois spécial octobre, ABK Radio et Cris de femmes ont choisi de ne pas déroger à la pratique et s'intéresser à la cause de la femme, à la cause des survivantes de cancer, particulièrement du cancer du sein. Nous avons choisi le thème « J'ai vaincu le cancer du sein » parce que nous voulons rappeler que quoique cette maladie fait beaucoup de ravages, et on en parlera d'ailleurs avec Lila dans quelques secondes, on peut vaincre cette maladie, on peut la combattre et on peut être en rémission et aboutir, recouvrer sa santé, retrouver une vie de famille. Et c'est ainsi qu'en dernière partie d'émission, nous vous invitons surtout à rester connectés. Vous aurez ici le témoignage non seulement des femmes qui continuent la lutte et qui, nous sommes sûrs, gagneront envers cette maladie, mais également le témoignage d'un homme qui a aussi une expérience du cancer du sein. Je ne vous en dis pas plus. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans Cris de femmes sur ABK Radio. Nous osons croire que vous allez très bien. Et je dis déjà merci à William Tchala qui est à la mise en onde. Également à Lila qui m'accompagne ce soir. Bonsoir Lila. Bonsoir Miss Jane et bonsoir aux fidèles auditeurs de la 89.9 FM. Alors, on parle de cancer du sein. Quelle est la situation actuelle au Cameroun et à l'international? Dans le pays africain, entre 60% et 70% des femmes sont diagnostiquées à un stade avancé de la maladie et une seule femme sur deux survivra 5 ans après un diagnostic de cancer du sein. D'après l'OMS, Organisation mondiale de la santé, chaque année, l'Afrique enregistre environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer jusqu'à 700 000 décès de suite de cette maladie. Au Cameroun, plus de 15 700 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. La mortalité est de 10 553 décès par an
avec un ratio de mortalité sur incidence supérieur à 65%. Et ce, d'après le plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer pour les années 2020 à 2024, élaboré par le ministère de la Santé du Cameroun. Ce ratio demeure élevé. Il était de 60% il y a une dizaine d'années. En termes d'incidence annuelle, les 5 principaux cancers sont le cancer du col de l'utérus, on enregistre 2349 nouveaux cas, le cancer de la prostate, où on enregistre 2064 nouveaux cas, le cancer du foie, où on enregistre 919 nouveaux cas, cancer du col recto, 812 nouveaux cas, et Miss Jane, le plus élevé, le cancer du sein, 3265 nouveaux cas. Et donc, il était primordial pour Cri de Femme de se pencher sur cette question. Et comment ne pas se pencher sur cette question en faisant appel à une oncologue, au docteur Taïou, vraiment à qui nous disons déjà merci d'avoir donné de son temps pour pouvoir parler avec nous ce soir, quand on sait à quel point elle est une référence. D'ailleurs, les suivantes du conseil que nous avons eu ce soir nous ont dit on ne peut pas parler de cette maladie, d'un cancer en général, sans avoir référence au docteur Taïou, qui pour eux est vraiment la référence du cancer au Cameroun. Et elle nous a rejoint à l'instant et nous allons la voir, juste le temps pour nous de régler 2 ou 3 petits problèmes techniques. Alors, bonsoir docteur. Bonsoir. Oui, là maintenant on vous entend parfaitement. On disait tantôt merci d'accepter d'être là. Et je pense que j'avais partagé avec vous une note vocale d'une dame lorsqu'on a annoncé l'émission, qui a dit le docteur Taïou n'est pas seulement un bon médecin, mais c'est une référence dans l'oncologie au Cameroun, et elle est d'une simplicité, et on sait et on peut dire voilà que vous êtes simple parce que vous avez accepté d'être là. Merci encore une fois de plus. Est-ce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, madame? Je suis Dr Taïou Rachel, médecin, spécialiste en oncologie médicale, c'est-à-dire le diagnostic et la prise en charge des cancers. D'accord. Vos études, on les fait où? Moi, j'ai toujours été curieuse de savoir comment est-ce qu'on fait pour être oncologue. Il faut d'abord avoir un diplôme de médecin, c'est-à-dire Bac plus 7 en faculté de médecine. D'accord. Et après ça, faire un concours pour le Cameroun, parce qu'on a déjà la spécialisation, l'école de spécialisation des médecins. Et il y a la filière oncologie médicale ou cancérologie. Ok. Comme on peut aussi faire ça à l'étranger, dans n'importe quel pays à l'étranger. La durée de formation pour devenir oncologue médical, c'est 4 ans après, après avoir été médecin généraliste. Ok. Alors, ce qui nous rassemble ce soir, c'est le cancer du sein, et nous avons eu une présentation de la situation actuelle au Cameroun, et nous sommes à presque 4000 nouveaux cas, et malheureusement dépistés un peu plus tardivement. Alors, pour pouvoir sauver les femmes, est-ce que vous pourrez nous dire ce que c'est que le cancer du sein? Le cancer du sein, en fait, c'est comme la définition générique de cancer, c'est la multiplication désordonnée d'une cellule. Donc, actuellement, on parle de la cellule du sein. Donc, au niveau du sein, une cellule qui était auparavant normale et qui avait sa division normale, c'est-à-dire que une cellule mère donne 2 cellules filles. C'est ça le développement normal des cellules du corps humain. Donc, il y a la naissance des cellules, le renouvellement des cellules et la fonction, donc l'action des cellules dans l'organisme. Donc, un organe, c'est un ensemble de cellules. Donc, à l'échelle plus petite, on parle de la cellule. Donc, une cellule qui était normale au départ peut, d'une cause on peut avoir de retrouver la cause, comme on peut ne pas avoir retrouvé la cause. Donc, pour une raison quelconque, la cellule se met à se multiplier de façon exponentielle et finalement forme une masse cellulaire qui est inutile pour l'organisme. Et cette masse de cellules, malheureusement, peut quitter le sein, passer par le système lymphatique ou les vaisseaux sanguins et envahir le reste de l'organisme. Alors, donc, les autres organes à distance comme le foie, les poumons, le cerveau.
même les os. Ok. Comment est-ce qu'une femme pourrait rester à la maison et se dire, voilà, il y a anguille sur roche, peut-être quelque chose ne va pas? Quels pourraient être les premiers signes précurseurs, s'il vous plaît? En principe, au début, le cancer n'a pas de signe. Donc, il n'y a aucun signe. Et c'est mieux de dépister la maladie cancéreuse quand il n'y a pas de signe. Donc, c'est la raison pour laquelle l'OMS a décrété octobre rose. Tout ce mois d'octobre pour les dépistages, campagne de sensibilisation autour du cancer du sein. Donc, quand il n'y a pas de signe, il faut faire ce qu'on appelle le dépistage, soit par l'autopalpation, c'est-à-dire que la femme elle-même examine son sein devant le miroir et elle palpe son sein. Puis après, elle vient se faire aider à l'hôpital par les médecins, qui, surtout dans les zones où on organise les campagnes de dépistage gratuits, et où on va lui proposer de faire la mammographie. La mammographie, si elle a plus de 45 ans. Donc, la mammographie, c'est une radio du sein. C'est une radio spécifique pour le sein et qui va permettre de détecter la tumeur si elle existe et si elle est indétectable par la main qui palpe. Donc, la mammographie peut retrouver une tumeur au début. Et ça, c'est le meilleur moment de dépister une tumeur, quand c'est vraiment au début, surtout au niveau du sein, parce que le traitement est aisé et on vise la guérison. Le traitement est surtout moins coûteux. Ok. Mais malheureusement, la plupart des patients arrivent qu'elles ont déjà les signes et symptômes, c'est-à-dire la malade elle-même retrouve une boule dans son sein à la maison quand elle palpe le sein, ou bien pendant les jeux amoureux, le mari, le conjoint peut retrouver une boule dans le sein de son épouse. On peut avoir, ça c'est malheureusement dans 90% des cas, les femmes arrivent parce qu'elles ont senti une boule dans le sein. Vous avez parlé de jeux amoureux et Lille a justement une question pour vous, qui est une assertion populaire. On va vous la poser, certainement vous l'avez déjà faite plusieurs fois. Est-ce que c'est plus facile pour justement les personnes qui se font sucer le sein par leur conjoint de détecter plus rapidement ou de prévenir. Voilà, de prévenir le cancer du sein? En d'autres termes, est-ce que se faire sucer le sein, c'est une forme de prévention? Si oui, qu'est-ce qui expliquerait cela? Sur le mot prévention, c'est trop gros. Se faire sucer le sein, en fait, ce n'est pas en fait l'acte de succion du conjoint qui est l'élément essentiel. C'est le fait qu'il y a attouchement, qu'il y a caresse au niveau du sein. Et à ce moment-là, on pourra, la bouche qui suce ou bien la main qui touche le sein pourra remarquer que un des seins est différent que l'autre. C'est ça en fait l'intérêt. Remarquer que l'un des seins est différent. Qu'il y a un problème au niveau de ce sein qu'on avait l'habitude de sucer ou l'habitude de palper auparavant et qui n'avait pas de problème. Donc l'action de succion, voilà. L'action de succion maintenant du conjoint ne peut pas prévenir le cancer du sein. Merci beaucoup. Mais par contre, l'action de succion du bébé. Parce que la différence, c'est que la succion du bébé, c'est au préalable, il y a eu la production des hormones de la grossesse. Parce qu'on a été enceinte. Même si, vous voyez, donc on a été enceinte, il y a eu production des hormones de grossesse, il y a eu production de ce qu'on appelle la prolactine, qui est l'hormone de la lactation. Et c'est pendant que le bébé suce, il y a répression des hormones qui favorisent la croissance du cancer, qui sont les oestrogènes et les oestrogènes et les progestérones. Il y a plus excès d'hormones qui favorisent la lactation. Du coup, la femme est protégée pendant la période d'allaitement et de grossesse. Vous voyez? Donc, c'est la succion qui produit le lait, qui prévient et protège contre le cancer du sein. Merci beaucoup d'avoir créé ce distinguo-là, afin que les hommes ne nous fassions plus avoir par nos conjoints ou nos compagnons. Et comment est-ce que vous accompagnez les femmes au niveau du diagnostic? Parce que vous êtes une experte en diagnostic, justement. Quoi qu'elle arrive, on l'a vu d'ailleurs dans les statistiques un peu tardivement. Comment se passe le diagnostic? Donc, en ce qui concerne le diagnostic, si la femme a découvert quelque chose, ça peut être, comme je vous ai dit, une boule dans le sein, ça peut aussi être une plaie du mamelon, ou bien un aspect du sein en forme d'abcès, ou ça pourrait être même une boule dans les aisselles, comme ce que nous on appelle communément les ganglions. Donc, si elle découvre quelque chose de suspect, elle vient à l'hôpital. Au départ, nous, les médecins, nous allons encore examiner en profondeur ce sein par la palpation,
Après, proposer l'échographie en fonction de son âge, si elle a moins de 35 ans, ou une mammographie pour affiner l'examen du sein. Et enfin, le seul élément diagnostique pour poser le diagnostic positif du cancer du sein, c'est faire ce qu'on appelle une biopsie de ce sein, de cette masse. Donc, c'est-à-dire qu'on va prélever un échantillon de la masse, soit avec une aiguille fine, c'est une microbiopsie, soit le chirurgien lui-même va ouvrir la masse et l'enlever. Ça va s'appeler une biopsie à ciel ouvert. Donc, et on va envoyer l'échantillon à un autre médecin qui s'appelle anatomopathologiste et il va examiner cet échantillon, nous répondre dans un délai de plus ou moins 2 semaines et nous dire s'il s'agit d'un cancer ou pas. Si le résultat sort qu'il s'agit d'un cancer, là, on va déclencher le processus de traitement. Le processus de traitement va commencer par un bilan d'extension. Est-ce que vous pourriez rassurer tout de même les femmes de ce qu'il faut aller se faire dépister parce que toute boule dans le sein n'est pas forcément d'origine est bénigne en fait. Parce que moi, par exemple, ma nièce, je l'avais fait opérer, on était inquiet pour la boule, mais il s'est avéré que c'était bénin, c'était pas malin. Donc, est-ce que vous pourrez déjà rassurer les femmes qu'une boule n'est pas également synonyme a fortiori d'un cancer? Oui, tout problème dans le sein, pas seulement la boule. Il faudra avoir il y a d'autres symptômes qui peuvent ne pas alarmer. Donc, tout problème dans le sein n'est pas nécessairement un cancer. Il faudrait absolument se faire examiner et contrôler, vérifier s'il s'agit d'un cancer. Donc, on pourra avoir autre chose comme ce qu'on appelle les fibroadénomes du sein. Fibroadénomes du sein sont les tumeurs bénignes du sein. On peut avoir un kyste du sein. Voilà. À l'intérieur du sein, on peut avoir une simple plaie, un abcès qui n'a rien à voir avec le cancer. Donc, il faut absolument vérifier et traiter. L'abcès se traite avec l'antibiotique. Donc, ça n'a rien à voir avec le cancer. Chaque femme doit vraiment être sûre que s'il y a un problème dans le sein, il ne faut pas avoir peur de consulter le plus rapidement possible parce que si on laisse traîner, ça pourrait être un cancer qui fait des métastases après et dont le traitement sera plus difficile. Bon, alors que si elle vient au début, ce n'est pas le cancer, on traite le problème et tout va rentrer dans l'autre. Est-ce qu'il y a les cancers de sein pour les hommes? Oui. Le cancer du sein. Quand vous dites oui, vous avez déjà eu des cas. On dirait qu'elle suit des cas en ce moment. Oui, nous avons des cas, nous avons des cas. Waouh. Nous avons eu des cas que nous avons traités. Dans le cancer, c'est 1% des cancers du sein concernent les hommes. Ce que nous appelons les pectoraux, là. Oui. C'est la glande mammaire rudimentaire chez l'homme. Parce que du fait que l'homme ait le chromosome Y et qu'il ait la testostérone, ça fait en sorte que pendant sa croissance au niveau de la puberté, il n'a pas de seins qui poussent comme la femme. À cause de nous, on a les hormones à cause de notre chromosome XX. Donc, l'homme, à cause de son Y et la testostérone, du coup, c'est la voix qui va changer, le torse qui va s'affiner et puis il aura les poils jusqu'au niveau du menton qui va lui faire la barbe. Mais nous, les femmes, la différence, c'est qu'on va avoir la poitrine qui va gonfler. Mais n'empêche que cette glande mammaire rudimentaire a tous les éléments du sein de la femme. Donc, tous les tissus qu'on retrouve. On comprend mieux pourquoi dans l'intimité, certains sont sensibles aussi. Voilà. Voilà. C'est la même chose. Les terminaisons nerveuses du mamelon de l'homme, c'est la même chose que les terminaisons nerveuses du mamelon de la femme. Donc, c'est la même sensibilité. Ok. Il y a des internautes qui ont envoyé des questions. Lila, vas-y. Alors, il y en a qui se demandent si un membre de la famille a un cancer, ça veut dire qu'automatiquement, on est prédisposé dans la famille à en avoir. Oui, là, c'est ce qu'on appelle les cancers génétiques. Parce que parmi les causes de cancer, les causes retrouvées, 15% sont liées à la génétique, à la transmission des gènes dans la famille, dans la descendance. Et c'est surtout ce qu'on appelle le breast cancer antigène qui a été identifié. Le breast cancer antigène 1 et 2, ça a été identifié dans les familles où on a eu un cas de cancer. Et si vraiment dans votre famille, il y a un homme qui a un cancer, ça veut dire que ce gène-là est hautement présent. Ok. Ouais. Donc, j'ai eu une patiente comme ça. La fille a eu le cancer, la grande sœur a eu le cancer. Et quand elle était en guérison, 2 ans après, son frère a aussi eu le cancer du sein.
Waouh. C'est lui-même qui a détecté son cancer du sein le plus rapidement possible parce qu'il était garde-malade de sa grande sœur. Donc, quand ça a commencé chez lui, cela a commencé chez lui, il a vite détecté et on a fait le traitement. Il va bien. Sa grande sœur aussi. Gloire à Dieu. Cela voudrait dire que dans ce type de famille, il faudrait être prompt à faire des dépistages. Des check-ups de temps en temps. Il faudra faire en principe, il faudra faire la recherche du breast cancer. D'accord. Ok. Pour se rassurer que voilà. Bon, maintenant, il y a moi personnellement, ou bien enfin un autre internaute a cette question. Est-ce que je peux être, on salue déjà le bébé qui nous accompagne. Est-ce que je peux être pionnière dans ma famille? Ça veut dire voilà, pendant des générations, personne n'en a jamais eu, mais je suis la première et je le fais, je transmets peut-être à ma génération, à moi, mais cela avait commencé par moi. Oui. Ces causes-là sont des causes de mutation génétique. D'accord. Donc, un gène peut être ponctuel, une mutation, nous, on va dire les termes médicaux. Bon, une mutation ponctuelle, c'est-à-dire que ça arrive spontanément sur un seul individu dans une famille à un moment donné. Ça pourrait être que vous avez été en contact, l'individu a été en contact avec les radiations ionisantes, avec les produits chimiques comme les pesticides, les engrais. Pour ceux qui sont agriculteurs, s'il y a un type d'engrais qui est hautement cancérigène. Donc, ça pourrait être que la maman a manipulé ces engrais-là à un moment donné et il y a eu une mutation génétique d'une de ces cellules du sein, ce qui a causé le cancer. Alors, la prochaine question est celle de savoir, beaucoup de personnes se plaignent en ce moment que il y a beaucoup de pesticides, on fait grandir des aliments de façon anormale. Est-ce que ça pourrait être à l'origine de l'augmentation du taux de cancer au Cameroun? Là, on n'a pas encore d'études de cause à effet. Dans les pays développés, on a étudié les agriculteurs, l'usage des pesticides et la survenue des cancers. Et on a vu qu'il y avait, ça fait partie des causes de cancer. Mais ici au Cameroun, on n'a pas encore d'études. Mais on demande d'être prudent. On demande de mettre des équipements de protection lorsqu'on utilise les pesticides. Parce que le risque de cancer n'est pas zéro. Il y a un grand risque de cancer avec ce genre de produits. Alors, on retient qu'il y a le breast cancer, c'est-à-dire d'origine familiale ou bien transmission génétique et qu'il y a un examen spécifique pour cela. Comme cause également, il peut y avoir des mutations génétiques ponctuelles. Il y a également l'exposition à des produits toxiques ou des pesticides. Est-ce qu'il y aura encore d'autres causes? Oui, maintenant, de plus en plus, on constate que les patients vivant avec le VIH-Sida sont susceptibles d'avoir beaucoup de types de cancers, parmi lesquels le cancer du sein. Ah, d'accord. Certainement dû à l'immunodéficience qui est très accrue. Oui, probablement l'immunodéficience, probablement une cassure génétique liée au virus, parce que le virus du VIH-Sida est intracellulaire. Donc, il vit dans la cellule. Et pour vivre, il doit détourner l'ADN de la cellule. Donc, pendant ces moments de détournement de l'ADN de la cellule, une cellule peut devenir cancéreuse. Donc, c'est vrai que le virus du VIH-Sida est plus associé à la survenue du cancer du col de l'utérus. Alors, cette fois-ci... Cette fois-ci, la question, elle vient de moi. J'aimerais savoir si dans le protocole de soins des personnes diagnostiquées de cancer, il y a une exigence concernant la situation psychologique. Est-ce qu'on leur prescrit de voir un psychologue pour la traversée de cette période-là? Oui. En fait, le traitement du cancer, c'est ce qu'on appelle un traitement multidisciplinaire, plusieurs intervenants. C'est obligé. L'oncologue médical n'agit jamais seul. Donc, nous avons une équipe dans chaque hôpital où il y a la prise en charge du cancer. Je peux vous citer les hôpitaux. Oui, nous avons l'hôpital général. Oui, je dis, nous avons l'hôpital général de Douala. Nous avons l'hôpital gynéco-obstétrique à Yassa, l'hôpital La Quintini, l'hôpital de district de Bonassama, là où je suis. Et il y a un centre privé, le centre d'oncologie du Cameroun à Bekoko. Ça c'est pour Douala. À Yaoundé, nous avons les autres hôpitaux. Donc, dans ces centres-là, nous avons un psychologue qui est agréé pour aider le personnel médical. D'abord, parce que le cancer, ça nous déprime aussi, nous, le personnel médical. Et de deux, aider le malade dans sa traversée de cette phase d'annonce du diagnostic jusqu'à la fin du traitement.
Alors, parlant justement de santé mentale, vous avez choisi un métier qui n'est pas des moindres, à savoir accompagner des personnes qui ont des cancers et parfois la lutte n'est pas toujours... on n'en sort pas toujours vainqueur. Est-ce que vous-même, psychologiquement, comment est-ce que vous faites pour vous entretenir afin de ne pas avoir le sentiment que votre travail n'est pas utile? Oui, il y a déjà le fait d'être médecin, on nous apprend à ne pas faire ce qu'on appelle le transfert. Okay. Parce que le transfert, ça veut dire ressentir la peine du malade et porter cette peine-là. Nous, on a une empathie, on nous apprend à avoir l'empathie pendant les études médicales, c'est-à-dire ressentir la peine du malade sans porter cette peine. Okay. Parce qu'il faut être lucide pour guérir, pour essayer de guérir le malade. Et deuxième chose maintenant, en oncologie particulièrement, je vous ai dit qu'il y a un psychologue qui est en même temps là pour les malades et pour le personnel médical pour éviter que nous fassions le burn-out. Donc, dès qu'on a l'émotion est trop forte, on a des séances de causerie avec le psychologue pour qu'il nous fasse le débrief de la situation, pour qu'on puisse se sentir mieux après avoir eu une consultation pénible. Alors, vu que l'émission, nous allons devoir écouter, d'ailleurs, il y a quelqu'un de l'Oncologie Center, Victor, qui est là. Il y a également des associations qui vont venir parler des activités et des survivantes, dont Julie qui vous passe un gros bonsoir. Et on sera donc obligé d'entamer la prochaine partie de l'émission et prendre congé de vous. Toutefois, on ne pourrait pas vous laisser partir sans que vous n'ayez un mot à dire à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter à l'instant, qui pourraient en souffrir. Quel est le mot que vous pourriez donner aux personnes pour les encourager à se faire dépister et celles qui ont la maladie en ce moment? Pour toute la population, vraiment, il est impératif de se faire dépister. Parce que la tumeur, quand elle est dépistée, vraiment, le traitement n'est pas pénible et le traitement est efficace. Pour ceux qui sont malades, si on a déjà dépisté la maladie, il faut commencer un traitement, surtout un traitement médical. Parce que vraiment, on dépiste, il y a des patients, beaucoup de patients on dépiste, mais ils partent entre guillemets au village. Parce que selon eux, le cancer n'est pas traité à l'hôpital, c'est traité au village. Et malheureusement, on a beaucoup de progression de la maladie jusqu'au stade le plus avancé. Et c'est à ce moment que les malades reviennent à l'hôpital. Donc, je voudrais que tous les malades qui sont dépistés ayant un cancer de venir le plus tôt, d'essayer au moins le traitement médical d'abord. Parce que je ne vous garantis pas que le traitement médical est successful à 100%. Donc, il y a toujours les risques d'échec, mais on en discute avec le malade et on évalue au fur et à mesure du traitement. Donc, beaucoup de courage à tous les malades, beaucoup de courage à nous tous, parce que n'importe qui est un potentiel malade. Merci encore, docteur. Et William nous a préparé Youdifa avec le titre « Cancer » pour la thématique de ce soir. À tout à l'heure, docteur. Reste connecté sur abkradio.9 et sur ABK Radio officiel. J'ai 25 ans, je m'appelle David et je viens de perdre ma femme. On m'avait dit qu'avec le temps, les plus belles roses se fanent. Ma femme avait un amant, mais ne l'aimait pas vraiment. Il est la raison de sa mort, mais lui, il l'aimait tellement. Il aimait parcourir son corps et pomper son énergie. Il l'a aimé jusqu'à la mort et lui a ôté la vie. J'ai longtemps cherché à savoir qui est cet homme qu'elle fréquente. Des allers-retours à l'hosto, tout ça me semblait étrange. Cet homme était-il médecin? Que faisaient-ils tous les deux? Cet homme était tellement présent qu'elle en a perdu les cheveux. C'était un homme incurable qui voulait tuer ma femme. Elle était l'essence de mon cœur, maintenant mon cœur est en panne. Un homme que l'on appelait Chimio connaissait bien son amant et m'a donné son nom complet pour que je fume son amant. Des mois de stress et des enquêtes pour qu'on comprenne au final que le nom de son amant c'était Cancer Général. T'as combattu le cancer, t'avais du caractère. J'ai pas voulu y croire, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais même pu remplacer ma vie par la tienne. Par la tienne. J'en veux à ta maladie qui t'a pas raté. Elle t'a serré très fort, elle voulait pas te lâcher. Son amour a pris ta vie me laissant dans ma peine. Dans ma peine.
J'ai 23 ans, je m'appelle Julie, et je viens de perdre la vie. J'ai laissé derrière moi 2 filles avec la peine d'un mari. J'étais atteinte d'un cancer, je ne l'avais dit à personne. Et puis je perdais mes cheveux comme les feuilles tombent en automne. Mon mari était persuadé que j'avais un bel amant. J'ai préféré le laisser douter, histoire de gagner du temps. Il avait peur de me perdre, pensant que j'allais partir. Mais bon, d'une certaine façon, oui, j'allais vraiment partir. Je me confiais à Chimio, il était mon confident. Le seul à comprendre que c'est dur, oui, il était mon traitement. J'ai dû cacher ma maladie pour préserver ma famille. Si vous saviez comme c'est si dur de mentir à son mari. Durant ces 6 mois de traitement, je n'avais aucun amant. J'ai dû négliger mon mari, il était tellement patient. Je m'étais battu pour mes filles et pour mon homme au final. Mais j'ai perdu ce long combat face au cancer général. T'as combattu le cancer, t'avais du caractère. J'ai pas voulu y croire, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais même pu remplacer ma vie par la tienne. Par la tienne. J'en veux à ta maladie qui t'a pas raté. Elle t'a serré très fort, elle voulait pas te lâcher. Son amour a pris ta vie, me laissant dans ma peine. Dans ma peine. Bébé, pardonne-moi, car j'ai douté de toi. Oh bébé, pardonne-moi, car j'ai douté de toi. Car j'ai douté de toi. Car j'ai douté de toi. Pardonne-moi. Alors, c'était Yodefa qui nous racontait l'histoire de Julie qui est partie à 23 ans suite d'un cancer en laissant des petits-enfants. C'est dire que cette maladie ne concerne pas seulement les vieux, mais les jeunes aussi. Et même si les femmes qui sont autour de moi, là, à l'antenne, en ce moment ou encore en ligne, il y a Madame Gangué qui nous a rejoint en ligne. Bonsoir, Madame Gangué. Bonsoir. Voilà. À tout le monde à tous ceux qui sont présents. OK. Alors, il y a Julie également qui est là. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Et Florence qui est là aussi. Bonsoir à tout le monde. Alors, oui, ce sont des femmes qui se battent avec la maladie au quotidien ou alors qui sont en remission. Et pour moi, j'aimerais passer ce message positif comme quoi nous avons vaincu le cancer du sein, même si elles n'aiment pas qu'on le dise parce qu'elles estiment que, enfin, vous comprendrez un peu mieux plus tard. Et c'est la phase de témoignage ou c'est la phase de question également. Si vous voulez aussi envoyer votre témoignage pour qu'on vous écoute, c'est uniquement par note vocale au 6 99 19 11 62 ou au 6 78 42 64 90. Vous faites une note vocale au 6 99 19 11 62 ou au 6 78 42 64 90. Ça peut être votre expérience d'un cancer avec votre mère, avec votre soeur, avec votre amie ou alors votre propre histoire. En tout cas, votre témoignage est très, très, très attendu ce soir et c'est la parole qui vous est donnée. On va directement prendre... on va commencer par Madame Gangué. Elle va nous dire, alors Madame, qui êtes-vous et comment avez-vous découvert la maladie? Ok, bonsoir à tout le monde encore. Je suis Madame Gangué, j'ai 39 ans. Je vais dire que mon expérience a été assez particulière. Et c'est pour ça aujourd'hui que je décide de partager cette expérience-là. Parce que j'ai plus ou moins profité de l'expérience des autres. Je vais dire qu'en 2021, dans mon entreprise, pendant Octobre Rose, on a eu des collègues qui ont témoigné, qui nous ont dit qu'elles ont traversé. Et moi, à la fin, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais avoir comme take-out de cette session? Et je vais commencer à faire mes examens au moins une fois par an. Donc, en octobre 2021, je fais mon premier examen et il est plutôt bon. Sauf qu'il se trouve qu'en juillet 2022 précisément, de façon assez forte, puis j'étais au volant, je conduisais, j'ai ressenti un tout petit picotement. À la limite, après, je ne savais même plus de quel côté j'ai ressenti ce picotement. J'ai ressenti un picotement et je ne sais pas trop pourquoi, mais quelque chose me demandait d'aller consulter. Parce que raisonnablement, je devais consulter en octobre qui suivait pour faire les 1 an pour lesquels je m'étais engagée chaque année. Donc, c'est comme ça que j'appelle ma mère. En fait, j'appelle d'abord mon mari. Je lui dis,
que j'ai ressenti quelque chose et je pense que je dois consulter un oncologue. Bon, lui, il me dit rapidement, pourquoi tu te presses, pourquoi tu penses à un oncologue, pourquoi tu ne commences pas par un gynécologue, qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que tu as mal? Et puis moi, j'avais pas mal. Je lui dis, j'ai pas mal, mais je pense qu'il faudrait que je consulte. Donc, après, j'appelle ma mère, je lui fais part de cela aussi. Elle a la même réaction que mon mari parce qu'il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je pense à un oncologue. Donc, au finish, je vais trouver un oncologue, je vais consulter. Lui-même, pendant la consultation, je vais préciser que j'avais pas mal. Donc, quand il me demande qu'est-ce qui m'amène, quand il fait le toucher, c'est à peine qu'il ressent quelque chose. Mais bon, après, il me dit, vu que vous êtes déjà là, vous allez donc aller faire des examens. Il se trouve que quand je vais donc faire l'échographie et la mammographie, les résultats sont plutôt, entre guillemets, alarmants. Pourtant, je me porte très bien. Alors, si on rappelle à ceux qui nous écoutent, vous avez d'abord fait un premier test en octobre. Et en 2021, en octobre, tout allait bien lors des séances de dépistage. Exact. Et en juillet, vous ressentez une petite douleur, mais c'est, on va dire, comme un sixième sens qui vous dit, voilà, il y a quelque chose qui cloche, quoi, que tout le monde est rassurant. Les résultats, justement, de la mammographie, vous dites? C'est quel examen exactement qui vous a permis de vous mettre sur la route que quelque chose n'allait pas? La mammographie. Voilà. Parce que j'ai fait une échographie et une mammographie. Et lorsque vous avez reçu le diagnostic, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ce n'est jamais facile. Déjà, comme je vous ai dit, à la limite, mon mari me demandait pourquoi est-ce que tu cherches vers ce côté. C'est comme si on a l'impression que vraiment tout va s'arrêter d'abord, on va s'en aller, on va mourir tout de suite. Bref, c'est assez difficile et c'est assez émouvant. C'est pour ça qu'on recommande de voir un psychologue, en fait, quand on a ce genre de nouvelles. Ok. Et ensuite, alors, comment s'est passé le traitement? Est-ce que vous en avez parlé? Ensuite, il a fallu faire une biopsie parce que c'est la biopsie en fait qui va nous rassurer plus tard parce que la biopsie va un peu venir contredire la mammographie entre guillemets. La biopsie va nous dire que c'est en fait un cancénoïde et c'est un seul côté droit parce que la mammographie pensait que les deux côtés étaient suspects. Donc c'est un seul côté droit et c'est comme ça que je vais me lancer dans le traitement. J'ai fait la chirurgie et j'ai eu, peut-être qu'il faut le préciser, j'ai eu la chance de on m'a pas enlevé le sein entièrement. Voilà, donc j'ai fait la chirurgie, j'ai fait la chimiothérapie, j'ai fait la radiothérapie et aujourd'hui je suis en train de faire l'immunothérapie. De façon brève, comme ça, voilà un peu mon expérience. Non, mais vous nous avez parlé quand même d'un parcours, il faut qu'on sache le parcours. Comment était ce parcours? En fait, voilà, ça a duré combien d'années? Comment était le parcours? Disons que j'ai fini avec la radio. Oui. En juin. C'était un parcours assez difficile. Je vais m'arrêter particulièrement sur la chimio. En fait, j'ai avancé de façon assez. J'avais plusieurs médecins et qui ne communiquaient pas forcément ensemble. Donc, à chaque fois, je me rassurais que les médecins allaient dans le même sens. Donc, j'avais 3 médecins. Les 3, pour le départ, pour la chirurgie, ils étaient tous d'accord qu'il fallait faire une chirurgie. Après la chirurgie, après l'opération, le médecin qui m'a opéré, en fait, il a estimé que mon cancer était encore vraiment à ses tout débuts. Et donc, ne nécessitait pas que je fasse la chimio parce que la chimio, c'est un traitement assez difficile, assez éprouvant et très compliqué, en fait. Donc, le médecin, en fait, bon, il pensait, c'était pas pour me faire du mal, hein. Il estimait que je pouvais juste faire la radio. Sauf que les autres médecins, en fait, ont dit, n'ayant pas la certitude que le cancer ne s'est pas encore déplacé, ce serait mieux de faire une chimio où le traitement va dans tout le corps
avant de commencer la radio. Donc, par mesure de prudence, on s'est dit, OK, il faut faire la radio. Ces séances étaient vraiment après avoir fait une chimio. J'ai envie de dire qu'il y a des choses qu'on vit et c'est très difficile à raconter parce que tout son corps est... Ah oui, les femmes en plateau sont en train de secouer la tête et disent elles sont totalement d'accord avec vous parce que... Mais moi, ma question, c'est, vous travaillez? Est-ce que vous avez pris un arrêt maladie d'un an pour tout ça? Vous avez continué le travail? Moi, j'ai continué le travail. Moi, je dis bien que mon cas a été assez particulier parce que j'ai toujours travaillé. J'ai eu des après-chimio 1 ou 2 fois où j'ai dû aller à l'hôpital par rapport aux effets secondaires. Mais je me suis arrangée à travailler pendant tout mon traitement. Et quand le traitement devait peut-être demander que je sois pendant une certaine période, comme par exemple l'opération, quand ça devait demander que je sois indisponible pendant une certaine période, je prenais tout simplement soit 2 semaines, soit 3 semaines. J'ai pris ça, je crois, 2 fois. Mais pendant mes chimios, je travaillais parce que l'une des choses qu'on recommande quand on traverse ce genre de maladie, c'est de ne pas rester tout seul et penser. Il faut s'occuper. Il faut s'occuper. Il faut penser à autre chose. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai travaillé pendant mon traitement. Alors, moi, j'ai reçu, par exemple, Julie aujourd'hui qui, sur son statut, d'ailleurs, c'est Brave Cancer, voilà, lutter contre le cancer du sein. Elle en a fait un leitmotiv, un combat, un quotidien, une essence même. Voilà. Et vous, dans votre... Quelle est l'action que vous menez pour les femmes afin qu'elles puissent ne pas vivre ce parcours, alors le dépister tôt et mieux avancer? Peut-être je vais rappeler déjà les statistiques. Je vais préciser que aujourd'hui, 9, parlant du cancer du sein, 9 cancers sur 10 détectés tôt, et ceci même au Cameroun, sont traités, sont soignés. Donc ça, c'est pour donner espoir d'abord. Et qu'on enlève cette image noire qui est collée à cette maladie. Dans mon interpellation, en fait, dans toutes les interventions que j'ai, c'est d'amener les gens à aller se faire dépister. Parce que plus tôt on sait qu'on est malade, parce qu'en général, quand on a déjà mal, ça veut dire que le cancer est avancé. Donc, plus tôt on est au courant qu'on est malade, même si on n'a pas encore de symptômes très visibles, ou on n'a pas encore de douleur, mieux c'est. On tend mieux vers une guérison. Merci encore. Donc voilà un peu ce qui me motive à intervenir, à mener les gens à aller se faire dépister. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin? Je dirais que ça va peut-être paraître un peu drôle, mais il y a pire que le cancer. Super. Il y a pire que le cancer. Nous sommes vivantes et nous avons le devoir de donner espoir aux autres et de célébrer la vie chaque jour. Il y a des gens qui ne se couchent, ne se relèvent pas. Il y a des gens qui ont un accident, qui s'en vont directement. Nous, on a eu l'opportunité de recommencer et donc de corriger tout ce qu'on a peut-être pas très bien fait. Donc voilà un peu mon mot de fin. On va applaudir pour vous. Parce que là, c'est vraiment une survivante de cancer. Et à très, très, très bientôt. Surtout, ne quittez pas, on reste connectés sur la fréquence utile agréable 89.9 FM ou alors sur ABK Radio officielle. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans Cris de femmes. Et aujourd'hui, la thématique, c'est « J'ai vaincu le cancer du sein ». Après avoir écouté le côté médical de la maladie avec le docteur Taillou. Maintenant, nous sommes en train de lever la voix pour donner un espoir aux femmes. Et Madame Ganguet vient de nous raconter son parcours. Et tout de suite en studio, on enchaîne immédiatement avec Julie et Florence. Je commence par qui, mesdames? Florence m'envoie là où j'ai dit Julie. Alors, Julie, je t'ai rebaptisée ma journaliste. Wow. Je te laisse le flow. Dis-nous, qui est Julie? Merci pour la parole. Moi, c'est Juline Dieumény, maman de 4 magnifiques garçons. Voilà, je fais dans la coiffure esthétique. Oui. En gros, ça, c'est Juline Dieumény. Voilà. Quand est-ce que vous avez découvert la maladie? Bon, je découvre la maladie, on va dire, en 2019, quand je suis enceinte de mon dernier fils, qui a 4 ans aujourd'hui.
Donc, je découvre une boule dans le sein. Et puis, généralement, quand on est enceinte, on fait des visites de routine, des visites prénatales. Donc, c'est lors d'une des visites prénatales que mon médecin aussi, en palpant le sein, a découvert que j'avais une boule dans le sein. Donc, il a suggéré qu'on analyse, qu'on attende. Parce que pendant qu'on est enceinte aussi, on a la formation du lait. Il m'a dit que c'était possible que ce soit ça. Sauf que même après avoir accouché, à l'été, la boule n'avait pas disparu. Donc, je suis repartie là-bas après avoir sévré l'enfant. La boule avait plutôt augmenté de volume. Il a donc préféré faire une chirurgie afin de prélever la boule et l'amener en anatomie, comme ils appellent au labo. D'accord. Et Florence, comment s'est passé votre diagnostic? Ok, d'abord Florence. Ah. Je vais lire Florence Ouabo. Je suis Florence Ouabo. Pratiquement, je ne fais rien. Infirmière de profession, mais maintenant, je n'exerce plus depuis un certain bout de temps. Donc, pour moi, ça a été très différent de ma consoeur. Moi, je suis allée en vacances au village de ma maman pendant les récoltes. C'est là où, à un moment, je me couche. Avec les lits du village, ce n'est pas confortable comme ceux qui sont ici. Mais il paraît que ce sont les meilleurs et ce sont les plus massants. Pour masser le lit, voilà. Pour masser les côtes, bien sûr. Mais ça m'a permis néanmoins d'avoir une position où, quand je passe la main, j'ai l'impression que je ressens quelque chose. Ok. Je tâte. Et puis, je dis à ma mère, maman, viens aussi essayer de tâter. C'est comme si elle me dit, ah, toi aussi, toi, tu as trop les idées. C'est rien. J'ai dit, Lila, il faut qu'on tâte les seins ce soir. J'ai dit, bon, ok, d'accord, on va vérifier. Je vais attendre pour voir si peut-être c'est un problème. Comme les femmes ont toujours beaucoup de soucis dans les seins. Le mois prochain, c'est toujours là. Le mois prochain, quand je suis rentrée, donc, parce que je devais passer 3 mois, je suis rentrée, je suis allée à l'hôpital. À l'hôpital, donc, on a fait l'échographie. L'échographie découvre qu'il y a déjà une masse de 5 cm. Donc, c'était déjà vraiment visible. La dame m'a fait voir, c'était pas le genre. Elle me dit, bon, quand même, on va faire une mammo. On va quand même faire la mammographie pour voir... Bon. Mais déjà, avec ce qu'on avait vu, c'était vraiment déjà ça. Comment est-ce que vous avez reçu l'information? Moi, j'ai vu ça moi-même sur l'écran. Ah oui, vous êtes du domaine. Voilà. J'ai vu ça sur l'écran déjà. Bon, mais j'avais toujours un espoir que ça peut être juste un petit kyste. Oui, on ne veut pas accepter que ça peut être ça. On rejette cette idée au plus loin. Donc, moi, je n'ai pas voulu accepter. J'ai dit néanmoins, si j'ai l'espoir. Dieu ne peut pas permettre que j'ai ça. Donc, le lendemain, on est allé. Je suis rentrée. D'abord, il y avait problème financier parce que la maman était prescrite et où on m'avait envoyé, ça coûtait 45 000. Je me suis posé la question, mais waouh. Maintenant, là, en urgence, je vais faire comment pour faire une maman de 45 000? C'était très difficile. Mais Dieu merci, le lendemain, j'ai pu trouver. Je suis allée faire la maman. Le docteur m'a dit, maman, vraiment, beaucoup de courage. C'est tout ce qu'il m'a dit. En sortant de là, il faut beaucoup prier. Parce que c'était vraiment, dans mon cas, c'était vraiment déjà, la boule était déjà bien formée. Il n'y avait même plus à douter. À douter. Voilà. Donc là, et il vous dit carrément, c'est beaucoup de courage, il faut beaucoup prier. Oui, c'est ça qu'il m'a dit. Julie, est-ce que ce n'est pas une sanction, c'est pas comme un glas qu'on sonne sur la tête d'un patient? Est-ce que c'est la meilleure formule? À mon avis, c'est comme je discutais tout à l'heure au plateau avec mes consoeurs. J'étais en train de dire que vraiment, j'interpelle les médecins. Il y a une façon d'annoncer cette maladie. Je dis cette maladie parce qu'elle est particulière, bien qu'elle ne soit pas la plus pire de toutes. Mais elle est particulière, vraiment. Parce que c'est pas tout le monde qui a un mental en acier. Moi, par exemple, j'ai fait le déni carrément. Je refusais d'admettre que ce soit ça. Ok, parce qu'on me l'avait annoncé de manière, mais alors... C'était comment? C'était du genre, écoute, c'est un cancer. Je dis, mais il n'y a pas d'autres examens plus approfondis. La dame me dit, non, c'est ça. Et puis, je dis, OK, je comprends que ce soit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Elle me dit, écoute, on va d'abord couper le sein, et puis tu vas faire la chimio. Et laisse-moi te dire que la chimio, c'est un truc, ça passe ou ça casse. Et enfin, on va te faire la radiothérapie. Honnêtement, je suis partie de là. J'ai même demandé mon dossier. On m'a dit que le dossier ne sortait pas de l'hôpital. Donc, j'ai pris la route, j'ai marché, je ne sais pas environ combien de kilomètres, en train de parler toute seule. Je voyais ma vie défiler devant moi, mes enfants, ma famille. Bref,
il y a une façon d'annoncer cette maladie, vraiment. J'interpelle les médecins, c'est vraiment très sérieux, en fait. Oui, ça c'est vrai. En plus, c'est pas évident quand on annonce quelque chose comme ça. Moi... Vous l'avez annoncé comment à vos proches, vous? Moi, tout de suite, je n'ai pas déjà annoncé à mes proches. Vous avez préféré garder pour vous? Au début, déjà, il fallait que j'attende la biopsie. Parce qu'il fallait faire une biopsie pour savoir quel type de cancer c'était. Parce qu'on a plusieurs types de cancer. Pour savoir quel protocole il fallait. Bon. Donc, du coup, je ne savais pas trop comment annoncer. Je suis issue d'une famille de 7. En fait, bon, on était 7. Je viens de perdre mon petit frère, ça fait toutes nos condoléances. Donc, je suis la seule fille. Donc, du coup, je voyais l'ampleur de ça. Comment est-ce que je devais faire pour annoncer à maman, pour annoncer à mes petits frères, parce que je suis aussi l'aînée. Donc, je n'avais pas le courage pour ça. Et à l'époque, j'étais fiancée aussi. Le programme, l'organisation de tout était déjà très avancé. Donc, je ne savais pas aussi comment annoncer à mon fiancé que voilà la situation. Parce qu'avec le cancer, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je voyais tous les projets là. Donc, ce n'était pas évident déjà. Mais après, j'ai annoncé. La première personne à qui j'ai annoncé, c'était à mon fiancé. Je l'ai appelé, je lui ai dit voilà la situation. Donc, maintenant... Je ne sais pas si tu vas vivre. Déjà qu'à l'hôpital, on me disait le diagnostic n'était pas bon, je n'avais pas pour longtemps. Les docteurs me l'ont dit. Donc, je l'ai dit. Comme dans les films là. Oui, carrément. Je lui ai dit bon. C'était en quelle année? En 2017. Est-ce qu'on peut déjà applaudir les 5 années de vie que Florence a sur la terre? C'est même pas 5, oui, 5, 6 années. 6 années de quelqu'un qui vous a dit que vous n'avez plus quelques mois. Oui, 6 ans. Donc, il m'a dit ça comme ça. Je lui ai dit toute la vérité. Voilà, on m'a dit qu'il me reste un peu de temps, environ 3 à 4 mois. Donc, nos projets doivent s'arrêter. Bon, je ne sais pas comment on va prendre les choses. Lui, il a paniqué, il m'a abandonné. Il est carrément parti. Depuis le jour qu'il est sorti là, il n'est plus revenu. Donc, pour moi, il a fallu que je supporte d'abord la maladie, que je supporte cette déception aussi. Amoureuse. Oui. C'était pas évident. Et surtout le côté financier, parce que financièrement, j'étais vraiment instable sur le côté financier. Ma famille aussi, on est lâche. C'est comme on dit là, on mange aujourd'hui, c'est que c'était bon. Avec une maladie comme le cancer, c'est pas évident. Donc, annoncer à la famille, c'était pas facile, mais ils ont été au courant. Malheureusement, pour ma famille, ils ont trouvé qu'on a fait. C'est une maladie qu'on a lancée. Et aussi, bon, comme j'ai un côté Bamileke, chez les Bamileke, par exemple, il y a des coutumes qui doivent être faites. Moi, mon père est mort, je ne suis pas allée enlever les crânes. Donc, du coup, c'est ça qui est en train de me suivre. Je dois aller mettre l'arbre de paix. Ce que le docteur Tayoula disait, c'est vous receviez cela. Ben oui, c'est ça, c'est ce que ma famille a dit. Donc, j'ai cherché ma maladie moi-même. Si je refuse d'aller faire ça, ça veut dire que... Donc, il y avait ce côté-là qui était comme ça. Donc, chez vous aussi, il y avait la sorcellerie qui a été invoquée, les ancêtres, la famille, Bon, moi, par contre, la première personne à qui j'ai annoncé la maladie, c'était ma maman. Et puis, la deuxième personne, c'était, comme je l'appelle de manière spéciale, le papa des garçons. J'ai été bien entourée, sauf que j'ai perdu beaucoup d'amis aussi. Parce que souvent, c'est... Bon, ils se disent que tu vas les agacer avec tout le temps les problèmes. Parce que, comme c'est Florence disait tantôt, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de dépenses. Et aussi, j'ai eu des tantes qui m'ont appelée pour me dire que, écoute, parce que je suis également Bamileke, je suis Bafran, qui m'ont dit que non, il faut regarder, il faut aller au village et tout et tout. Le cancer, ce n'est pas une maladie qu'on lance, c'est une maladie, une pathologie normale comme toutes les autres pathologies. Donc, on ne lance pas le cancer. C'est comme le docteur a expliqué clairement, c'est un problème avec les cellules du corps qui se transforment en cancer et puis voilà quoi. Ok. Et quel est donc le protocole que vous avez suivi? On commence par Julie. Vous avez suivi quel protocole? J'ai d'abord commencé par le village, comme docteur Tayou a dit.
Je ne sais pas, j'ai dépensé plus de 2 millions. Jesus. Je les appelle les charlatans. Parce qu'ils vont passer même en mon dos. Ils passent à la télé, ils racontent comment ils soignent le cancer jusqu'au stade terminal. J'ai commencé par eux et ça n'allait pas. Au fur et à mesure, je pense même que c'est quand je commence le traitement que je commence à sombrer. Oui. Je commence à avoir mal aux os. En fait, leur soi-disant médicament a même commencé même à me rendre malade. Alors, quand je suis allée voir le monsieur en question, il me dit, je vais être honnête avec vous, seuls mes produits ne peuvent pas soigner le cancer, il faut aller à l'hôpital. Après plus de 2 millions Oui, de après dépenses. plus de 2 millions de dépenses. C'est comme ça, je retourne chez Dr Taillou, qui me dit, voilà, il faut commencer le traitement automatiquement. Et puis, voilà, finalement, j'ai fait en tout 10 chimios, parce que j'ai commencé par 2 chimios orales et ensuite 8 chimios normales. Et vous avez fait quel type de traitement, Florence? Chez moi, l'argent, il n'y avait pas assez. Donc, il fallait réfléchir. Il y avait beaucoup de propositions. Donnez-nous le système D que vous avez utilisé. Oui, c'est pas pour rien qu'on vous a appelé. Donc, il fallait réfléchir d'abord beaucoup. Au début, je n'avais pas, pendant quelques 3 ou 4 mois, je n'avais pas d'argent pour commencer parce qu'on m'avait donné un protocole, il fallait 350 000 après 21 jours pour les séances de chimiothérapie et je n'avais pas cet argent. Donc, ça m'a amené à commencer à faire beaucoup de recherches. Ok. Oui, je suis tombée dans des recherches, à Google, partout, pour essayer d'avoir une idée. Et ça m'a permis de connaître beaucoup plus la maladie. De rencontrer des personnes qui avaient les 12 ans. Ça m'a encouragée parce que j'ai rencontré des personnes qui disaient que ça fait 12 ans qu'ils avaient leur cancer. Et donc, je comprenais que c'est pas là que je vais mourir. J'avais de l'espoir, ça me donnait de la force pour me battre. Et j'ai dit, je ne vais pas mourir sans me battre. Et quelque part, je me suis aussi dit, j'ai dit à Dieu, dans le cas des sidéens, au début, il n'y avait pas de traitement. Mais aujourd'hui, on trouve des soins avec lesquels ils peuvent vivre très bien. Donc, si je me bats, on ne sait pas. Peut-être moi, j'avais l'espoir même que dans le mois prochain, là, par miracle, on peut sortir même un médicament. Donc, c'est comme ça que vous étiez positive, vous avez une envie positive à rechercher. Voilà. Très bien. Donc, j'ai commencé d'abord par des médicaments, des trucs qu'on disait de prendre, des cautions qu'on disait, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais pour moi, c'était le temps de trouver de l'argent. Donc, quand j'ai trouvé l'argent, je suis allée. À l'époque, le docteur Tayo elle n'était pas encore oncologue. Il y avait le docteur Dina. Ce n'est pas la publicité, mais il y avait le docteur Dina. Et elle était avec elle travaillait avec le docteur Dina. Donc, j'ai fait mes chimios à Bonasama. Dieu aidant. Ma famille, carrément, n'était pas avec moi. J'allais faire mes chimios avec mes soeurs de l'église. Parce que ma mère allait au village, même jusqu'à arranger l'endroit du deuil. Il paraît qu'il y avait un côté du toit qui était gâté. Au lieu de prendre l'argent pour me donner pour aller me faire soigner, elle a préparé. Elle a arrangé la place que non. Alors, si il ne faut pas qu'on arrive, parce que pour eux, je devais mourir. Automatiquement, ils savaient que je devais mourir. Et l'hôpital vous avait dit que vous deviez mourir. Voilà, donc l'hôpital, c'est pas facile. Hein. Vraiment. Tu te couches, l'orteil bouge un peu, tu penses que c'est la mort là qui vient derrière à partir de tel orteil. Tu commences à réfléchir. Ah, donc c'est la nuit ici alors. Ouais, j'ai fait comment? J'appelle même qui? Il y a un jour où j'ai carrément laissé la porte ouverte parce que j'étais seule, je n'étais pas mariée. Oui. Voilà. Donc j'ai laissé la porte ouverte que non. À la nuit où je sens le corps là, il faut que quand je vais mourir, qu'au moins quelqu'un vienne, puisse venir. On ne casse pas la porte. J'ai dit que vraiment c'était un peu ça. Donc du coup j'ai fait ça. J'ai été opérée pour la première fois. Le médecin n'a pas enlevé tout le sein. Il a enlevé juste la tumeur. Et malheureusement, 3 mois plus tard, tout le sein a enflé. C'était encore très grave. Donc, du coup, il fallait retourner encore au bloc pour faire l'ablation totale. Donc, on a fini, on a fait la radiothérapie. J'ai fait la radiothérapie. Et on fait 8 séances. Non, 10 séances de chimio. Donc, j'ai d'abord fait 4 séances. On a fait l'ablation. Et puis, j'ai fini le reste des 6 séances de chimio. Okay. Après ça, j'ai eu la radiothérapie. Alors. Et ils m'ont mis sur hormonothérapie pendant plusieurs années. Avant de revenir, vous demander comment est-ce qu'une femme dans sa féminité se sent avec un sein coupé. Je voudrais demander à Julie, est-ce que vous avez eu recours au sein coupé?
En fait, les cancers se différencient, sont différents en fait. On n'a pas forcément le même type de cancer. Moi, je n'ai pas eu de chirurgie, hormis des prélèvements pour les biopsies. Ok, voilà. ok. Et il y a aussi un volet que j'ai oublié de mentionner là, le financement. C'est quand Florence parlait que je me suis rappelée de ça. C'est vrai que je me disais que je ne vais pas terminer ici sans parler de ça. Honnêtement, c'est difficile. Soigner le cancer en Afrique, je reste convaincue qu'on ne meurt pas seulement parce qu'on n'a pas diagnostiqué à temps. On n'a pas les moyens pour pouvoir suivre mais le aussi traitement. parce qu'on n'a pas les moyens. Je profite pour dire merci à ma famille parce que mes frères, mes soeurs se sont débattus. J'avais une maison à Yaoundé, j'ai dû la vendre parce qu'en gros, je suis à environ 7 millions de soins. Parce que hormis le cancer du sein, la maladie même avait déjà tellement évolué dans mon organisme que ça avait déjà attaqué les os. Vous avez remarqué, j'ai les béquilles. Oui. Donc, au point où il a fallu d'une petite chute pour que je me casse le pied. Donc, j'avais 2 mots. Mais malgré ça, je disais à Dieu, si tu as permis que ça m'arrive, c'est que tu as la solution. Donc, rester positive. Oui. Ne pas douter. Parce que quand le médecin te dit, il n'y a plus rien à faire, ce n'est pas comme s'il mentait. En fait, c'est ce que la science lui apprend. C'est ce qu'il a appris à l'école, que quand on est à tel niveau, c'est qu'on est à tel stade. Et selon la science, il y a des stades qui ne se soignent plus. Donc, ce n'est pas qu'ils sont des menteurs. Mais nous, à cause de notre foi et notre volonté à guérir, ça traverse leur, je vais dire, leur sagesse, quoi. Est-ce que les médecins vous ont regardé en ayant l'impression que vous êtes une survivante ou même une revenante? Oh ouais, je me rappelle quand j'ai commencé le traitement, vu que j'avais perdu le temps chez les charlatans, là, comme je les appelle, j'avais tellement noirci, tellement noirci que au fur et à mesure je prenais le traitement, il me disait, hey, chaque fois que j'entrais chez le médecin, il sursautait, il dit, mais c'est vous, madame? Je dis, oui, mais vous devenez claire. Je dis, je n'ai jamais été noire. En fait, c'est la maladie qu'il avait. Donc oui, je peux dire oui. Il était impressionné de voir à quel point le traitement était en train de marcher. Bref. On va revenir à votre féminité. Parce que moi, je suis assez observatrice. J'ai vu un joli doigt qui brille. Comment dans ce parcours, vous avez pu retrouver votre féminité, retrouver l'amour et aujourd'hui avancer? Parce qu'avec un sein coupé, est-ce qu'on se ressent encore une femme? Ah, ça c'est vraiment le plus difficile. Devoir se regarder sous la glace tous les jours. Moi particulièrement, j'avais une très belle poitrine. C'était, je dis, c'était mon atout. En dehors du derrière, j'avais une poitrine vraiment. Et j'aimais mettre les chemises où je déboutonnais les 2 premiers boutons là. Donc vraiment, quand je l'ai perdu psychologiquement, j'étais très très abattue parce que c'est vrai que je me disais, je vais mourir. Mais mieux tu meurs même avec tes choses que tu aimes sur toi. On t'enterre avec. Mais maintenant, tu meurs même. On enlève. Le jour où il fallait enlever ça, je regarde le docteur. Il dit que docteur, tu vas couper ça. Waouh! Mieux je meurs avec toutes mes parties de mon corps. Je regarde comme ça. Mais il fallait vivre. Il fallait faire un choix entre vivre. Je me suis dit, il y a des gens qu'on a coupé les pieds. Ils sont là. Moi, si je suis là, on a enlevé seulement le sein. Il va falloir que certaines personnes... Le début, ça n'a pas été facile. N'importe où je passais, j'avais l'impression que tout le monde savait qu'on a coupé le sein, il n'y a plus rien. Ce n'était pas facile. Et votre nouvelle relation, ça s'est passé comment? Vraiment, je ne sais pas trop. On dit souvent, c'est Dieu seul qui sait. Alors... Donc moi, je vais seulement encourager les femmes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ma situation. Moi, je n'attendais plus au mariage. Je savais que je ne peux plus me marier. Je savais qu'avec un sein qui va d'abord m'aimer. Psychologiquement, même tu vas faire comment pour te déshabiller, tout ça. Donc, c'est pas facile, c'est pas évident. Je pense qu'on va certainement appeler cet héros-là qui a redonné toute la féminité avant. Vraiment, Florence, son regard brille. Oh, notre prêtre charmant. J'ai dit que c'était pas évident. Donc, quand quelqu'un voulait même s'approcher, moi je sais que je suis une belle femme, mais quand quelqu'un voulait s'approcher, c'était le non carrément. Parce que je me disais non. Dès que je vais lui dire que c'est comme ça, il va s'en aller. Celui-ci a été assez résistant, assez percutant. On dit non, il dit que non. Non, pourquoi? Il veut connaître le non. Là, j'ai cherché des raisons et des raisons. Finalement, j'ai dit, papa, comme tu vois là, non. Ne regarde pas la coccyx. Dedans là, non. Il n'y a rien. Voilà. Il me dit, maman,
on sait nous tous comment on vient, on peut venir bien, mais on ne connaît pas comment on va partir demain. D'accord. Je peux sortir là, moi-même, une moto, ça m'enlève le pied, ça m'enlève un œil. Donc, maman, je n'ai pas de souci à ça. Ce que j'aime, c'est ta personnalité. Et dites-moi, vous êtes tombé tellement... Comment on te dit comme ça, là, tu fais encore comment? Comment il s'appelle? Monsieur Wabo, Yannick Wabo. Ok, on vous embrasse, monsieur Yannick Wabo. Vous êtes un prince, vous êtes un sauveur, vous êtes un roi. Et vous êtes vraiment... On sera ravis d'ailleurs de vous recevoir pour permettre aux femmes justement d'avoir du sens et de la valeur et de savoir que la vraie beauté, c'est lorsqu'elle est interne. Alors, Judy, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à refaire les activités que vous aviez avant votre maladie? Ce n'est plus très possible. Déjà, je suis coiffeuse esthéticienne, comme j'ai dit plus haut. Alors, vous savez, on coiffe étant debout. Hein. On ne s'assoit pas pour faire la coiffure. Voilà. Donc, c'est difficile, mais j'essaie parce que je suis une battante. Voilà, je suis une battante, donc rien ne m'empêche. Des fois, je dis à mon client, tu vas t'asseoir. Hein. Bien sûr. Oui, tu vas seulement t'asseoir. Et puis, même en rigolant, elles comprennent, elles savent que dans le passé, ce n'était pas ça. Maintenant, on entraîne avec nous les séquelles. Un peu comme Florent disait. Moi, chez moi, j'ai dit, avec mon un sein, je ne suis pas prête à refaire une chirurgie. Même si on m'offrait une chirurgie cadeau. Oui. Pourquoi? Parce que je me dis... Vous parlez d'une chirurgie réparatrice? Oui, je veux parler d'une chirurgie réparatrice. Je disais ça, même à ma famille, j'ai dit... Pourquoi? Parce que quand on va en guerre, on doit rentrer avec les blessures de guerre. On appelle... Pour vous, c'est une victoire. Oui, voilà. En fait, se battre contre le cancer, on appelle ça un combat. C'est un combat, alors, bien sûr. Si après je raconte à mes petits-fils que j'ai vaincu le cancer, il faut bien qu'il y ait des traces. Donc pour moi, c'est un atout. C'est un atout parce que je me dis, tu peux te mettre avec quelqu'un. C'est un trophée. Voilà. C'est une victoire. C'est un trophée qui marque la victoire. Par exemple. Donc, tu peux te mettre avec quelqu'un qui est bien après, lors d'un accident ou bien il perd un membre ou je ne sais pas. Donc, quand on aime avec tout ce qui va avec, en fait. Et aujourd'hui, on a Mme Gangue qui nous a dit qu'elle est en immunothérapie. Je crois que là, c'est juste m'écouter ça quand Pascal Obispo parlait de son parcours à lui. Bon, on n'aura pas pour avoir les détails, mais là, je compte sur toi pour faire une recherche tout à l'heure et nous dire qu'est-ce que c'est que l'immunothérapie. Vous êtes en quelle phase? Donc, comme je disais, j'ai terminé avec les chimios et mon médecin m'a mis, sous comprimé. Ils appellent ça hormonothérapie. D'accord. Voilà, je suis sous hormonothérapie et je continue aussi avec le traitement des os. C'est deux traitements bien différents en fait. Alors, vous, Madame Florence, quels sont vos besoins en ce moment, si on nous écoute? Vous êtes déjà dans quelle phase? Vous êtes... Qu'est-ce qui vous reste à faire encore? Après 6 ans, c'est les contrôles. Les contrôles, il faut aller faire des contrôles. C'est beaucoup d'argent aussi. Parce que les contrôles, seulement, il faut faire un scanner, les examens. Vous retrouvez pratiquement 350 000 pour faire un contrôle. Donc, ce n'est pas donné. Présentement, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Parce qu'il n'y a pas déjà d'argent pour aller refaire ces contrôles-là régulièrement. Pourtant, c'est très important. Parce vous nous avez dit être infirmier, vous pouvez retravailler là maintenant? Bon. Est-ce que vous êtes disponible à travailler? Le véritable problème avec le cancer, on ne va pas faire comme si on n'a pas été malade. On est malade. On continue à être malade. Parce qu'on est en rémission, mais le corps, on sait qu'on a été touché. Donc, du coup, on est vraiment diminué, très diminué même. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des jours, tu peux passer 2 jours, tu es bien. Après, c'est 1 semaine, tu es couché. Parce qu'il y a les effets de la chimio, il y a les effets des rayons X qu'on a mis dans le corps, il y a tout ça. Donc, l'effet reste. Moi, à la maison, je ne peux pas faire une mamie de couscous, par exemple. Je ne fais pas la lessive. Parce qu'avec le côté du sang enlevé, il y a eu le ganglion qu'il a fallu enlever à l'aisselle. Et là, maintenant, c'est les veines, les artères qui sont touchées. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, du coup, travailler, ce n'est pas évident. Vous allez aller travailler pour quelqu'un. Vous allez travailler 2 jours, 3 jours. Vous n'êtes pas là une semaine. C'est vraiment la difficulté qu'il y a dans ça. Il y a Coach Tila qui est experte en business entrepreneuriat et qui sait comment développer des activités à partir de sa maison.
Et certainement, elle vous prendra en coaching par rapport à cet accompagnement-là. Soyez-en sûrs, on va trouver. Parce que vous pouvez savoir, une maladie peut vous amener à faire ce qu'on appelle la reconversion professionnelle, à retrouver peut-être votre talent que vous avez qui pourra vous permettre de gagner, même à partir de la maison, et de continuer. Alors, surtout, vous ne partez pas. Nous aussi, on ne quitte pas. On va avoir une petite ponctuation musicale pour faire entrer M. Victor et M. Fogan, qui sont pour l'un représentants de l'association qui se bat contre le bien-être, la santé au Cameroun, et également Victor qui a plusieurs casquettes. Non seulement il est délégué médical d'un laboratoire qui permet de distribuer dans la ville de Douala, aux particuliers, aux centres spécialisés, des médicaments qui accompagnent les patients de cancer. Également aussi, il est le responsable marketing du Oncology Center qui est situé à Bekoko. Donc on les reprend tout à l'instant, ne bougez surtout pas. Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein? T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Cancer, cancer, dis-moi cancer, cancer, cancer. Qui est le prochain? Cancer, cancer, dis-moi cancer, cancer, cancer. Qui est le prochain? Et tu aimes les petits enfants. Décidément, rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu, tu m'étonnes, mais tu m'aides. Cancer, cancer, dis-moi cancer, cancer, cancer. Qui est le prochain? Cancer, cancer, dis-moi cancer, cancer, cancer. Quand c'est que tu cesses tes avances, quand c'est que tu pars en vacances, quand est-ce que tu y penses, quand c'est, ça nous fera des vacances. Cancer, dis-moi cancer, cancer. Qui est le prochain? Cancer, dis-moi cancer, cancer. Qui est le prochain? 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 Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur ABK Radio dans Cris de femmes. La thématique, c'est J'ai vaincu le cancer du sein et nous sortons de de très belles émotions en fait et de très jolis témoignages concernant le parcours de Julie et Florence. D'ailleurs, elles ne nous ont pas quittés. Et j'ai posé d'ailleurs avant la question à Lila de savoir qu'est-ce que c'est que l'immunothérapie dans laquelle Madame Gangue est actuellement. Et tu avais quelque chose à nous dire à propos? L'immunothérapie agit sur le système immunitaire d'un patient pour l'aider à lutter contre sa maladie.
Donc, je pense que c'est justement les différentes phases de rémission. Et on a également sur le plateau voulu vous donner les différentes réponses ou les activités ou les actions parce que nous sommes encore en plein mois d'octobre. Et peut-être vous nous écoutez, vous avez besoin de savoir comment faire pour vous dépister ou alors si jamais vous êtes diagnostiqué, vous pouvez vaincre la maladie. Et qui de mieux qu'un expert dans un laboratoire spécialiste dans la confection des médicaments liés à la chimiothérapie et à la prévention des cancers ou le traitement des cancers, et encore mieux une association. Alors, avant d'avoir Victor, on préfère d'abord commencer avec Monsieur Fogan. En plein Octobre Rose, quelle est votre association et quelles sont les activités que vous avez effectuées? Bonsoir à tous, je suis François Fofa, délégué médical de formation et président de l'association Action Humanitaire pour la santé et le bien-être. Cette année 2023, nous sommes à la 2e édition de Octobre Rose. C'est les activités que nous avons commencé l'année passée. Donc cette année, nous avons commencé par une marche sportive qui était prévue le 30 septembre 2023. Et le 1er octobre, nous étions à Petit Dibamba pour une sensibilisation. À Petit Dibamba, c'est dans la Sanaga maritime. Et la journée du 7 au 8, nous étions à Japoma, au CMA de Japoma, pour une sensibilisation et une consultation. Et la journée du 14 octobre 2023, tant pour moi, nous étions à Yatika, dans un collège pour sensibiliser. Et la semaine du 21 au 22, nous étions à Kribi pour une sensibilisation, une consultation avec un partenaire, le Centre Saint-Esprit de Kribi. Et la journée du 28 au 29, nous avons organisé un match de foot qui va permettre de sensibiliser. Et à côté, nous avons un centre de santé Cœur Joyeux pour les consultations et les dépistages. Donc ça, c'est le programme Octobre Rose avec l'association Action Humanitaire. Alors, je peut-être pas bien retenir après, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30, il y a quelle activité? Une marche sportive. C'est prévu quand? Un match sportif. Un match, ok. Oui. C'est prévu quand? C'est prévu le 28. Ok. Au stade Mbéili à Yassa. À Yassa, d'accord. Et le 29, une randonnée à Yaoundé, ok, au Mont Messa. Mais vous êtes tellement actif. Oui. Rappelez-nous encore le nom de l'association. Association Action Humanitaire pour la santé et le bien-être. J'aime beaucoup le mot humanitaire. Ça veut dire que des cas de personnes dans des situations de précarité comme Florence qui n'ont pas. Est-ce que vous les accompagnez? Quelles sont les activités en dehors de l'association? Est-ce que vous faites dans l'accompagnement? Est-ce que vous faites dans la mise en relation des personnes malades avec des centres? Est-ce qu'ils ont des tarifs spéciaux? Est-ce qu'on pourrait vous contacter dans ce cadre-là? Déjà pour certains patients qui nous contactent, soit nous le mettons en contact directement avec les associations aussi qui prennent charge. Okay. Pour le moment, donc ça existe alors? Oui. Ok, ça existe des associations qui peuvent accompagner des... Qui peuvent accompagner, oui. Très bien. Et depuis que vous avez commencé les activités d'HDA, bravo pour toutes ces activités de sensibilisation. Est-ce que vous avez eu un bon nombre de participants? Est-ce que vous avez déjà participé aux campagnes de dépistage? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont découvert la maladie à ce moment-là? Oui, nous avons plusieurs cas. Ok. Même les cas déjà critiques, oui, nous avons pu détecter sur le terrain. Oh, super. Parce que notre association, nous travaillons plus en communauté, donc nous sommes proches des malades là. Ok. Oui, ça nous permet de détecter. Et lorsqu'on a des cas, on peut référer facilement et on peut les orienter aussi. Alors, ok. Judy, je pense que vous également, vous êtes très active. Je rappelais d'ailleurs votre statut WhatsApp. Quelles sont les activités auxquelles vous avez participé? Pourquoi? Et quelles sont les retombées? Ok, merci pour la parole. Samedi dernier, je me suis retrouvée j'ai été invitée au Crystal Hotel. Là, c'était par rapport à... En fait, avant que je ne sois malade, je pratiquais du sport. Donc, à Bonamoussadi, chez BBO, Body by Olivia, c'est elle qui m'a donc invitée afin que je puisse sensibiliser un maximum de personnes, des femmes en général, quoi,
Est-ce que l'activité s'est bien passée? Les femmes ont été réceptives? Ouais, beaucoup. Elles ont beaucoup été réceptives. Il y a même une qui a pris mon numéro et c'est comme ça qu'elle vous l'a passé. Ah oui, oui, voilà, oui. c'est grâce à cette activité-là que j'ai été invitée ce soir. Ok. Donc, et en plus, j'ai un groupe WhatsApp, mais là-bas, c'est spécialement pour les malades. Ok. Parce donc, que nous avons le même médecin, en fait. Et vous vous soutenez ensemble? Voilà, c'est pour nous encourager, nous soutenir. Et en même temps, je suis en train de vouloir mettre sur pied une association. Donc, je suis encore au niveau de la Constitution. Voilà, merci. Et des prémices, ok. Voilà. Alors, Monsieur Jacques-Victor Eko, je préfère vous laisser vous présenter parce que vous avez tellement de casquettes qui pourraient m'embrouiller, moi. Alors, bonsoir à tout le monde. Oui. Je suis Victor Jacques Eko. Je suis délégué médical, responsable du laboratoire Tebimosa Pharmaceutical, qui est le fournisseur exclusif de médicaments de la chimiothérapie au Cameroun. Et je suis consultant au Cameroun Oncology Center. Ok. Donc, ces deux casquettes me rapprochent beaucoup des médecins, des oncologues, et beaucoup aussi des malades. Donc, et quel est votre sentiment aujourd'hui, vous qui travaillez essentiellement au Cameroun, sur l'avancée de la maladie, la prévention, le traitement? Oui, il faut d'abord savoir que la maladie est réelle. Le cancer existe. Vous avez suivi le docteur Tayo, vous avez suivi les interventions, le cancer existe vraiment. Moi, je vais dire qu'au Cameroun, nous avons des oncologues capables de soigner le cancer. Okay. Que ce soit l'hôpital général de Douala, l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital à Kintini, l'hôpital militaire de Douala, le Cameroun Oncology Center, l'hôpital du district de Bonassama. Nous avons des oncologues qui travaillent en synergie avec leur association ASCOM, qui est l'association des oncologues du Cameroun, pour soigner le cancer. On soigne le cancer au Cameroun, c'est possible. Donc, je vais dire aux patients de ne pas avoir peur. C'est vrai que le mot cancer fait beaucoup mal. Oui. Mais la solution, c'est d'aller à l'hôpital. Parce que si vous traînez, la maladie se développe. Et à un certain stade, on ne peut plus vous soigner. C'est pour ça que les médecins vont vous dire qu'on ne peut plus vous soigner, c'est vrai. Ça devient un cas palliatif au lieu d'être un cas curatif. Ok. Oui. Et vous dépensez beaucoup, énormément. Pour rien. Pour rien quand vous partez au village. Et le constat est là. Je vous ai dit, je fréquente beaucoup les oncologues. Oui, c'est votre univers, quoi. Oui, le constat est là. Le traitement au Cameroun est plus palliatif que curatif. Ok. Pourquoi? Parce que les patients vont plus au village, d'abord. Ou alors ils font une mixture des deux. Oui, c'est pas mauvais de faire une mixture. J'étais récemment au Cameroun Oncology Center, c'est pas mauvais. Bon, mais ça dépend de la mixture. Pourquoi? Parce que il y a certains traitements qui détruisent la chimiothérapie. Oui, il y a certains traitements qui détruisent. Il faut faire très attention. Donc, moi, je préconise aux malades, je les conseille de temps en temps d'aller à l'hôpital. La solution, c'est à l'hôpital. Parce qu'ils vont aller au village. Ils vont perdre du temps, ils vont perdre de l'argent. En fin de compte, ils vont toujours revenir à l'hôpital payer des millions. Moi, je vois ça tout le temps. Vous étiez en train de nous préciser tout à l'heure, hors antenne, que tous les ganglions qui sont formés dans le sein, vous confirmez que voilà, 90% ne sont pas cancérigènes? Oui, selon les médecins, 90% ne sont pas cancérigènes. C'est pour ça que lorsqu'on a un ganglion, il faut aller à l'hôpital, se faire des examens pour qu'on vous confirme que vous avez un cancer. Et si vous avez un cancer, continuez à l'hôpital. Okay. Parce que la majorité, après, vont au village. Ils perdent du temps. Moi, j'ai des cas presque tout le temps, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans la famille, parce qu'on me consulte déjà. Quand on a les malades, on me consulte. La majorité qui vont au village décèdent toujours. Donc moi, je vous conseille, comme ceux qui sont là, ils ont dit qu'ils étaient au village, là, c'est vrai. Mais ils sont allés au village, peut-être ils n'ont pas mis long. Ils sont revenus rapidement à l'hôpital. Et les différents médecins que nous avons au Cameroun, et les professeurs, parce que nous avons des professeurs en oncologie au Cameroun, sont là pour les soigner. Et je pense que la solution, c'est l'hôpital. Alors, le laboratoire dont vous parlez, quel est l'avantage? Parce que vous ne pouvez pas quand même me dire que c'est le seul laboratoire, mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes les meilleurs? Oui, Tebimosa Pharmaceutical, d'abord, c'est un laboratoire camerounais. Oui. Ah bon? Oui, c'est un laboratoire camerounais.
À la tête du laboratoire, nous avons un pharmacien, Dr Patrick Ilundu. Et aujourd'hui, nous avons fait un partenariat sud-sud avec un laboratoire tunisien, Cytopharma, qui fabrique des médicaments pour la chimiothérapie. Et nous distribuons ces médicaments au Cameroun. Et ces médicaments sont fabriqués en Tunisie selon les normes européennes. Nous sommes en train de travailler sur un transfert de technologie de la Tunisie pour le Cameroun pour que ces médicaments soient fabriqués dans notre laboratoire à Yaoundé, à Foumakak. Et dès que ce transfert de technologie sera opérationnel, je pense que les prix vont diminuer au moins ceux de... Vous m'avez pris justement la question qui me... Monsieur Fofan m'a vu parce que mais je vais quand même la poser. Oui, il faut la poser. Tous les témoignages que nous avons eus tout à l'heure, et il y a Julie qui a été transparente au niveau du coût total, il y a Florence qui nous a donné seulement l'examen à faire. Et vous comprenez que la prise en charge est tellement coûteuse. Nous, on vous a invité parce qu'on a vu, voilà, Oncology Center, délégué médical. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est l'avantage? Ou alors déjà avoir un centre d'oncologie au Cameroun, c'est déjà bien. Est-ce qu'en termes de coût, ça n'a pas apporté une certaine réduction? Est-ce que vos produits aussi, il n'y a pas une certaine réduction aussi par rapport au passé? Oui, en réalité, il y a une réduction tellement énorme. Je reprends l'exemple du docétaxel. Oui. Avant, pour faire une cure de chimio avec le docétaxel, on se retrouvait à acheter un docétaxel dans les 300 000 francs. Un seul. Oui. Et il fallait utiliser combien? Ah bon, ça dépend de la cure. Ça dépend de la cure. Je vous dis une seule boîte à 300 000 francs. Mais Tebimos en met sur le marché le docétaxel qui est du CTT 80 à 24 000 francs aujourd'hui. Les coûts, pour ceux qui ont eu le cancer il y a 10 ans aujourd'hui, peuvent témoigner que les coûts ont vraiment chuté. Donc vous travaillez à l'apport des réductions de ces coûts-là? Oui, Tebimos est là pour ça. Le docteur Patrick Elundou est là pour ça. Cytopharma est là pour ça. Nous sommes là pour ça parce que le Cameroun est même là pour ça. Parce que nous sommes accompagnés par le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour notre laboratoire Tebimosa Pharmaceutical. Et je vous rassure, dès que le transfert de technologie sera opérationnel, les coûts seront encore. Effectivement. Mais nous, on est à Cri de Femme et on lance un gros cri de cœur pour que même si on puisse avoir 2 ou 3 cas, soyez-en sûrs que nous savons faire le tri des personnes les plus indigentes ou bien dans une situation de précarité. Et c'est pour ça qu'on passe directement la parole à M. Fofan. Est-ce que vous pouvez rappeler les coordonnées de l'association? Parce qu'on entend bien-être, ce n'est pas que le concert, on peut vous voir pour tout, oui. Vous pouvez rappeler les objectifs de l'association et ensuite les coordonnées, les localisations? Ok, merci. Comme les objectifs de l'association, comme premier objectif, faisons ce qu'on appelle promouvoir le bien-être chez les orphelins et les démunis, soutenir la communauté dans les actions de santé, promouvoir l'impact des habitudes de vie, sensibiliser les jeunes en milieu scolaire et sensibiliser les populations sur les maladies tropicales. Là, c'est nos objectifs. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver... L'association est représentée où? L'association est représentée dans l'arrondissement de Douala 5e, plus précisément à Yassa. Comme contact, nous avons le 670 75 25 74. Ok, 670 75 25 74. 74. D'accord, il n'y a pas un autre contact? Le 690 57 54 12. 690 57 54 12. Voilà. Et vous, pour le Oncology Center, si on veut vous voir, parce qu'on sait que nous, on a l'avantage de passer par Cri de Femme, on appelle Jacques Victor Eco. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, ce que je vais ajouter pour le Cameroun Oncology Center, c'est qu'il faut qu'on sache qu'au Cameroun, il y a déjà une prise en charge du cancer telle qu'en Europe, telle qu'en Inde, telle qu'aux États-Unis. Le Cameroun Oncology Center est le premier centre privé à avoir un accélérateur linéaire. C'est un appareil pour la radiothérapie nouvelle génération. Avec cet appareil, les rayons sont ciblés. Donc, on ne détruit plus tout. Voilà, justement, parce qu'avant, on lançait le rayon, ça peut soigner la cible, mais ça peut détruire d'autres organes. Au Cameroun Oncology Center, avec cet accélérateur linéaire, les rayons vont directement au niveau de la cible. C'est le même appareil qu'on utilise aux États-Unis, c'est le même appareil qu'on utilise en Europe, et c'est le même appareil que plusieurs patients vont chercher en Inde. Donc c'est déjà possible, le travail se fait bien au Cameroun.
petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je suis sûr que beaucoup de patients seront contents d'ici quelques années parce que d'ici peu, on est en train de mettre un deuxième accélérateur linéaire sur pied. Parce qu'on a ce problème souvent de panne d'appareil. Et pendant ces périodes, beaucoup de patients décèdent malheureusement. Mais le Cameroun Oncology Center se bat pour mettre un deuxième accélérateur linéaire pour que les patients puissent profiter. Je sais que beaucoup de gens disent que le coût est élevé. Oui, c'est vrai, le coût est élevé. Mais par rapport à où? Par rapport à l'Inde, par rapport aux États-Unis. Donc, moi, je vais juste dire aux patients d'être courageux et j'attire l'attention de la famille dans ce même sillage que soutenez les malades, soutenez vos malades. Franchement. Vaut mieux, une fois qu'une personne a ce diagnostic, d'ouvrir la caisse pour pouvoir le sauver au lieu de préparer la toiture qui avait déjà un autre toit comme nous racontait, qui avait un petit trou comme nous racontait Florence tout à l'heure. Voilà. Effectivement, parce que il y a quelques mois, j'ai accompagné ma maman enterrer une de ses amies souffrante qui a été décédée du cancer du col de l'utérus. Qui a été détecté, on a détecté un cancer du col de l'utérus. Mais malheureusement... la prise en charge n'a pas pu être immédiate. Effectivement. Mais est-ce qu'on chasse un malade à l'hôpital? Je pense qu'il faudrait les encourager à venir. Justement, le problème, c'est que beaucoup de patients ne savent pas. Voilà, mieux vaut venir. Oui, mieux vaut venir à l'hôpital. Si tu n'as pas les moyens, tu vas dire que tu n'as pas les moyens. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités, n'est-ce pas? Il y a des possibilités. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre contact? Oui, j'ai un seul numéro de téléphone, je n'ai pas deux, malheureusement. C'est le 699 76 54 63. Recommencez. 699 76 54 63. Alors, c'était Cri de femme sur ABK Radio et nous avons eu l'honneur, le privilège de recevoir des personnalités, dont le docteur Tayou, également une association très, très, très active sur le terrain, représentée par son président, M. Fofan. Le Oncology Center et les laboratoires étaient présents également. Mais on va donner le mot de fin à nos deux survivantes combattantes et gagnantes de cette maladie que j'ai nommées Julie et Florent. Vous avez fait passer de très, très, très bons moments. Et qu'est-ce que vous avez à dire à tous les auditeurs d'ABK Radio? On va commencer par Julie et ensuite Florence. Merci plus pour la parole. Tout a été dit, hein. Les femmes, faites-vous dépister. Le cancer n'est plus un sujet, une maladie taboue, on va appeler ça comme ça. C'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Plus tôt on est dépisté, mieux c'est. Voilà, j'ai passé aussi un très très bon moment. N'hésitez pas à m'appeler à tout moment, je serai là parce que le but c'est de sauver au maximum des femmes. Oh, merci encore. Oui, moi je dirais que tout le monde ne devrait pas voir une personne atteinte de cancer comme un cadavre. On devrait être des soutiens pour ces personnes-là parce que quand on voit quelqu'un, quand on dit qu'on a un cancer, tout le monde autour de nous, c'est la pitié, c'est les lamentations et puis ça affecte le malade. Donc, on doit l'aider plutôt à se battre. Et moi, je suis une preuve vivante. Même si je meurs aujourd'hui, je le dis, ça fait 6 ans. Voilà. Combien de personnes est-ce que j'ai enterrées? Donc, quand quelqu'un a le cancer, soutenez-lui du mieux que vous pouvez. Ce n'est pas facile aussi pour la famille, on le sait. Financièrement, ce n'est pas facile, on le sait. Mais on devrait se serrer les coudes. Tous se serrer les coudes. Les amis, tout le monde. Faites-lui vivre, faites-lui sentir qu'il est encore humain, que ce n'est pas un cadavre qu'on a à côté de soi. Et puis, ça va l'aider à affronter sa maladie. Parce que le cancer, c'est la bagarre. On dit que quand on bagarre seul, c'est plus pesant que quand on bagarre en ayant à l'esprit qu'on a beaucoup de personnes. Dans un stade de football, ce n'est pas une personne qui joue. Il a des coéquipiers. Il y a ceux qui sont à côté pour applaudir. Donc, nous devons tous faire pour accompagner ceux qui sont malades, être joyeux avec eux et les soutenir. Et ainsi, ils pourront vaincre leur maladie. Alors, est-ce qu'on peut applaudir vraiment pour cette belle émission? Et on remercie encore davantage tous les auditeurs d'ABK Radio. Merci de votre fidélité et merci également à tous ceux qui nous écoutent à travers nos différentes plateformes. N'oubliez pas que nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, vous pourrez d'ailleurs écouter cette émission, également le Meta et même Instagram. Vous pouvez
télécharger notre application, que ce soit sur Play Store ou App Store, ABK Radio officiel, et nous écouter sur la fréquence 89.9 FM. Merci encore une fois de plus et bonsoir. Bonsoir. Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les Nieman ni les Don, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio.